grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 26 mai 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous, qui nous recevez donc à partir de la maison, à travers nos radios partenaires répertoriés par l'URTEL dans le Mali tout entier. Alors, nous avons comme plat de résistance aujourd'hui le droit humanitaire international que le Comité international de la Croix-Rouge véhicule en ce moment dans le monde étudiant. Voilà, à travers les étudiants et les professeurs, donc à travers ce concours de plaidoirie que les étudiants doivent donc entreprendre pour déterminer celui qui sera le plus éloquent et qui va donc compétir avec d'autres de leur catégorie à Niamey si tout va bien. Nous avons comme invité Valérie Nanambao, responsable de la communication du CICR, Oyo Konate, il est universitaire, il est donc avec nous, et un étudiant, Mamadou M. Doucouré, qui a donc participé à ce concours, nous dira son expérience par rapport à la question. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara est à la technique. Studio Tamani. La délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR au Mali mène depuis quelques jours une vaste campagne d'information sur le droit international humanitaire qui est inscrit dans les 4 conventions de Genève de 1949. Donc il s'applique lors de 2 types de conflits armés. Pour le cas Mali, il s'inscrit dans la catégorie des conflits armés non internationaux qui opposent sur le territoire d'un seul État les forces armées régulières donc à des groupes armés dissidents ou des groupes armés entre eux. Un ensemble plus limité de règles sont applicables, donc à limitant l'emploi d'armes inhumaines. Dans la mesure où le droit international humanitaire s'applique dans des périodes de violence extrême, son respect posera toujours de graves difficultés. Néanmoins, selon le CICR, il est plus important que jamais de veiller donc à la mise en œuvre effective donc de ce droit international dans des pays comme le Mali. Alors, ma toute première question va à l'endroit de Valérie Nanambao, responsable communication du CICR. Valérie, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la définition du droit international humanitaire? Alors, pour définir de manière très simple le droit humanitaire, pour vos nombreux auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas des spécialistes du droit, il faut simplement dire que le droit humanitaire, c'est des règles qui doivent être respectées pendant un conflit armé. Chaque fois qu'il y a un conflit armé, il y a des règles qui doivent être respectées, qui sont des obligations pour les parties au conflit, ce qu'on appelle les belligérants. Et ces règles donc s'appellent droit humanitaire. Généralement, les militaires l'appellent droit des conflits armés parce qu'il s'agit d'un droit qui est applicable dans les conflits armés. Pour faire très simple, c'est ça. Alors aujourd'hui, pourquoi entreprendre cette campagne auprès des étudiants? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça commence depuis, je crois, 2003. Qu'on a ce partenariat avec la faculté de droit de l'université de Bamako, avec laquelle nous essayons de promouvoir ce droit humanitaire en milieu estudiantin. Pourquoi les étudiants? Il est clair que ce droit, qui est un droit, comme je l'ai dit, applicable en temps de conflit, est un droit qui a besoin d'être le plus largement connu possible. Le CICR a reçu mandat de la communauté des États d'en faire la promotion. Il se trouve que même si ce droit doit être appliqué par les parties belligérantes, il se trouve que les parties qui sont engagées dans les conflits ne sont pas simplement ou uniquement des combattants. Il y a autour de ça, de ces 2 entités-là, d'autres entités, notamment les politiques, les ONG, le public, et j'en passe. Et notre vocation à promouvoir ce droit humanitaire vise simplement à faire de sorte que tout le monde soit au courant de l'existence de ce droit. Et nous allons vers les étudiants parce qu'on peut y trouver là-bas des personnes qui ont la vocation de devenir des spécialistes du droit humanitaire. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'actualité dans le monde nous montre qu'il est plus que urgent que la plus large partie du monde possible puisse connaître ce droit. Et les étudiants sont un endroit où on peut faire connaître ce droit.
Et je prends un exemple. Le chef d'état-major général de demain est peut-être à l'université aujourd'hui. Le président de la République de demain est peut-être à l'université aujourd'hui. Le ministre de la Justice de demain est peut-être à l'université aujourd'hui. Le chef d'un groupe armé dont on ne sait pas est peut-être à l'université aujourd'hui. Donc le plus tôt on se frotte à la réalité de ce droit, le mieux c'est demain. L'avocat général de demain est peut-être à l'université aujourd'hui. Le juge de demain est peut-être à l'université aujourd'hui. Donc c'est là qu'il faut commencer à s'aimer les graines pour en avoir des experts demain. Merci beaucoup Valérie Nanambao du CICR. Alors nous avons un professeur de droit avec nous, Oyo Konate, vous êtes universitaire. Aujourd'hui avec cette campagne du CICR, le concours aujourd'hui organisé par le Comité international de la Croix-Rouge, qu'est-ce que cela apporte de plus aux étudiants maliens? Bien, merci monsieur. Vous savez, les États qui sont partis au statut de Rome et aux conventions, c'est-à-dire que fondamentalement aux conventions de Genève de 1949, les protocoles additionnels, ont pris l'engagement dans ces cas évidemment de faire une large diffusion des instruments, des règles du droit international humanitaire. Dans cette logique, évidemment, il est un impératif que, alors là, que l'on prenne, évidemment, que l'on renforce les initiatives en allant dans la logique de faire une large division des règles de droit international humanitaire. Parce qu'il est important de savoir que pour respecter une règle de droit, l'élément fondamental, en tout cas à mon sens, est d'apprendre d'abord le contenu de la règle. Quand vous ignorez le contenu de la règle, vous ne pouvez pas la respecter. Donc je pense que le milieu universitaire est le lieu le mieux indiqué pour pouvoir diffuser largement les règles, pour que ces règles soient respectées. Donc c'est pourquoi je pense que l'initiative est très salutaire. Il faut que les hommes qui sont concernés par ces règles-là, que ceux-ci-là, c'est-à-dire que ces hommes-là, c'est-à-dire qu'ils s'approprient ces règles-là, afin qu'ils puissent évidemment les respecter. Alors, un concours de plaidoirie, donc, pour déterminer le meilleur plaidoyer en faveur donc, du droit humanitaire international. Mamadou Doucouré, vous êtes étudiant en droit. Quelle a été cette expérience dont vous sortez tout à l'heure? D'accord, bon, ça, tout d'abord, je tiens d'abord à féliciter les membres du comité international de la Croix-Rouge qui a eu cette initiative d'organiser ces concours de plaidoirie au niveau de la faculté de droit public et aussi organiser aussi un concours qui va mettre en concurrence les étudiants de la faculté de droit public avec les étudiants des autres facultés privées. Donc ça m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup de choses sur le droit international humanitaire. Parce qu'au niveau de la faculté, certes, on apprend beaucoup de choses, mais ce concours est aussi pour nous, un moyen aussi pour nous de cultiver l'esprit de concurrence au sein des milieux scientifiques, chose qui est vraiment très, très rare, vraiment. Et une fois de plus, je tiens à féliciter les membres du comité international de la Croix-Rouge, à les encourager à mettre plus de moyens à la disposition des étudiants pour que nous puissions vraiment représenter les Mali. Vous étiez combien? Nous étions au niveau de la faculté, lors du concours de présélection, nous étions au nombre de 40. Donc 40 et après il y a eu 10 qui ont été retenus. Après il y a eu un entretien avec chacun de ces étudiants, à l'issue de laquelle les 6 meilleurs ont été retenus. Donc j'ai fait partie. Donc après, nous sommes maintenant en compétition avec les étudiants de l'ICAO, des districts et aussi de l'université Mandé Boukari. D'accord. Merci beaucoup Mamadou Doucouré. Alors Valérie Nanambao, je me tourne vers vous. Les expériences en la matière, vous n'en manquez pas au niveau de la Croix-Rouge internationale du Mali. Aujourd'hui, qu'est-ce que le droit international humanitaire couvre? Alors, le droit humanitaire couvre plusieurs domaines. Et il va, entre autres, de la réglementation des méthodes et des moyens de faire la guerre. Pour faire simple, le droit humanitaire essaie de réglementer les moyens de faire la guerre, c'est-à-dire les armes, tout ce qu'on utilise pour faire la guerre. Le droit humanitaire essaie de réglementer ça pour dire qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Et qu'est-ce qui est autorisé, comment ça doit être utilisé. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le droit humanitaire également essaye de limiter les moyens et les méthodes. Interdire, par exemple, il y a des armes qui sont interdites, il y a des moyens, des armes aussi qui sont, à défaut d'être interdites, dont l'utilisation est tout au moins limitée. Voilà. Le droit humanitaire aussi impose aux belligérants de respecter un certain nombre de règles.
Et là, on rentre dans ce qu'on appelle les principes du droit humanitaire. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont militaires et qui sont étudiants, qui en savent un tout petit peu, c'est bon. Mais pour ceux qui ne le savent pas, le droit humanitaire prescrit par exemple le principe de distinction. Le principe de distinction dit quoi? Dit que dans la conduite des hostilités, le combattant a l'obligation de faire la distinction entre ce qui constitue une cible légitime militaire et ce qui n'en constitue pas une. Et ce droit également précise ce qu'on peut considérer comme une cible légitime militaire. Un exemple. Les civils dont les personnes qui ne participent plus ou bien qui ne participent pas aux hostilités sont considérés comme n'étant pas une cible militaire et ne doivent pas être attaqués en soi. Je rappelle que ces personnes, c'est soit des malades ou bien... des blessés, des malades, des naufragés, des civils, des enfants, des femmes, des vieillards. Donc inaptes à la guerre. Tous ceux qui ne participent pas ou bien qui ne participent plus. Ceux qui ne participent plus, c'est un combattant qui peut-être s'est trouvé blessé et qui s'est rendu. Alors là, du coup, il ne participe plus. Cette catégorie-là est protégée et le principe de distinction prescrit donc aux combattants de faire la distinction entre cette catégorie et l'autre catégorie qui peut être attaquée, qui est une cible militaire. Est-ce que les prisonniers font partie? Les prisonniers font partie de ceux qui ne participent plus. Parce qu'une fois qu'on en capture, on n'est plus actif, on ne participe plus activement au conflit. De ce point de vue, on a des droits. Maintenant, le droit humanitaire explique aussi qu'est-ce qui est une cible militaire. Quelle est la cible dont qu'un combattant peut attaquer sans faire l'objet de l'attaque, sans être accusé de violer le droit humanitaire. Le droit humanitaire dit précisément qu'une cible militaire est un site, une cible dont la neutralisation, dont la capture ou la destruction peut conférer un avantage certain sur l'adversaire ou entre guillemets l'ennemi. Donc lorsqu'on combat et qu'on se trouve face à une cible dont la capture, la neutralisation ou la destruction permet d'avoir un avantage certain sur l'adversaire ou le camp adverse, alors là on parle de cible militaire. Et il y a un autre principe qu'on appelle le principe de proportionnalité. Le DIH dit que dans la conduite des hostilités, on ne peut pas se permettre d'utiliser une arme sans en évaluer les conséquences lorsqu'on l'a l'utiliser. Un exemple simple. Nous sommes ici au studio Tamani. Bon, c'est la fiction, hein. Restons dans la fiction. On est entouré par peut-être des combattants et puis il y en a un d'eux qui fuit et se réfugie dans ce bâtiment. Si le camp adverse doit chercher à atteindre ces deux, il ne faut pas détruire tout le bâtiment. La proportionnalité prescrit qu'il faut utiliser une arme proportionnelle au résultat qu'on va obtenir. S'il y a deux personnes qui fuient, fut-il des combattants, fut-il des cibles militaires et qui se réfugient dans une école maternelle où il y a 500 enfants, on ne balance pas une grenade, une arme qui peut tuer 200 enfants ou bien qui peut tuer 100 enfants parce qu'on veut atteindre deux combattants. Donc ça, c'est le principe de proportionnalité. Il y a d'autres principes que je peux citer, mais je pense qu'au courant de l'émission, on va en revenir. D'accord. Alors, j'ai une question avant de partir à la pause. Professeur, est-ce que aujourd'hui ces règles-là sont conformes aux réalités sur le terrain, quand on sait que les groupes rebelles sont à leur tour envahis aujourd'hui par les groupes armés terroristes? Je vous laisse réfléchir à cette question et nous nous retrouvons juste après quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Notre page Facebook et notre compte Twitter sont à votre disposition pour réagir face à ce que vous entendez et à travers donc tout le programme qui a commencé depuis 17h, 2 heures de programme donc que nous octroyons donc aux radios partenaires. Studio Tamani, c'est plus de 20 radios partenaires répertoriées par l'URTEL à travers tout le pays. Alors nous réfléchissons aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur le droit international humanitaire que
le Comité international de la Croix-Rouge international de la Croix-Rouge mène la promotion au sein donc du milieu estudiantin. Alors, professeur, ma question, est-ce que les règles de la guerre sont aujourd'hui conformes aux réalités quand on sait que les groupes terroristes sont dans la danse aujourd'hui? Bien, merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais donner une définition, ça ne contredit pas bien sûr celle donnée par Valérie, mais je m'en tiens, qui est plus détaillée, celle donnée par le CICR lui-même, qui dit on entend par droit international humanitaire l'ensemble des règles internationales d'origine coutumière ou conventionnelle qui visent à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés internationaux ou non, ou restreignent les droits des parties au conflit d'utiliser les moyens et les méthodes de leur choix, protègent les personnes et les biens pouvant être affectés ou pouvant être affectés par les conflits. C'est un peu, il y a un peu de tout. Tantôt, dans ça, on parle de la problématique de la protection des personnes. Il faut protéger certaines catégories de personnes, comme il en a tout à l'heure parlé. Les personnes civiles, par exemple, ne doivent pas être tuées, parce que le but de la guerre étant d'affaiblir ou d'anéantir militairement l'ennemi. Il y a des choses qui peuvent être épargnées. Par exemple, quoi bon de tuer une personne civile lorsque l'avantage que vous tirez de cette théorie, il n'y a qu'un avantage militaire, donc ça ne vaut pas la peine. Donc, on parle de la protection de la personne, des personnes, et en même temps aussi, il y a la problématique de la restriction des méthodes et des moyens. Parce que la guerre n'est pas une liberté donnée, la guerre est encadrée, la guerre est réglementée. On ne doit pas faire tout ce que l'on veut, on ne doit pas utiliser tout ce que l'on veut. Voilà, donc pourquoi par exemple, il a parlé des armes, toutes les armes ne sont pas utilisées. Et les armes aussi qui sont à utiliser ne sont pas utilisées n'importe comment. C'est très important que les gens le sachent. C'est très important. Aussi, il y a les méthodes. Par exemple, la perfidie, qui est une méthode, évidemment, que certains peuvent utiliser, mais qui est une méthode interdite. Parce que, en quoi consiste cette perfidie? Ça consiste tout simplement à camoufler son statut, ce qu'on est, pour pouvoir nuire à l'ennemi. Par exemple, un militaire qui joue au civil pour attaquer l'adversaire, ça c'est de la perfidie. Donc, c'est des comportements, et je profite là pour parvenir à votre question. Vous savez, les règles de droit sont une chose, mais leur application en est une autre chose, franchement. Donc, aujourd'hui, sur le terrain, ces règles existent, mais dans le déroulement des choses, elles ne sont pas réglées, elles ne sont pas respectées, vais-je dire. Et par rapport au terrorisme, il est important, comme vous l'avez touché, que ceux qui nous écoutent sachent que pour le moment, on est en réflexion pour voir si toutefois et réellement la question du terrorisme doit être traitée par le DH. Mais pour le moment, le terrorisme n'est pas un domaine qui relève du domaine du DH. Et c'est là parce que ceux qui se livrent à ces façons de nuire ne sont pas considérés comme étant des parties au conflit. Donc, ils ne bénéficient pas de ce statut-là. Donc, le terrorisme, c'est un phénomène d'ailleurs, on le dit. On ne fait pas la guerre au terrorisme, on lutte contre ces phénomènes-là. C'est un phénomène. Donc, le terrorisme n'est pas couvert. Mais du coup, c'est les groupes armés pouvant souvent faire des actes qui ne sont pas du tout, évidemment, acceptés dans le cadre du... Par exemple, le fait de faire un attentat, ça fait partie, par exemple, des méthodes qui sont interdites. Un attentat, c'est une méthode qui est interdite. Donc, en tout cas, pour me résumer, le terrorisme, fondamentalement, pour le moment, du fait que ceux qui se livrent à cette pratique-là ne constituent pas une partie en conflit, alors donc, du coup, c'est un phénomène qui n'est pas couvert par le DH. Alors, vous parliez tout à l'heure de statut, les terroristes échappent à tout statut, mais on voit par exemple lors des prises d'otages qu'il y a des négociations qui sont menées pour libérer ces otages. Alors, est-ce qu'on peut toujours nier ce statut aux terroristes? Bien, je n'ai pas dit que les terroristes échappent à tout statut, et je n'ai pas non plus dit que quand on fait du terrorisme, on n'est pas sujet à des répressions possibles. Le terrorisme, c'est des infractions
peuvent y être commises et ces infractions-là sont traitées soit par le droit interne, soit par le droit international. Donc ce n'est pas un agissement qui est sans répression possible. Il y a des règles de droit qui s'appliquent, soit des règles de droit international ou soit des règles de droit interne s'appliquent à ces actions-là. Alors, merci beaucoup, Oyo Konaté. Vous êtes universitaire, donc enseignant à l'université de Bamako. Alors, Mamadou M. Doucouré, vous êtes étudiant. Quels sont les thèmes que vous avez abordés lors de ce concours de plaidoirie organisé par le CICR? Je dirais que nous sommes d'abord au premier jour du concours. Le premier jour du concours, au cours duquel nous avons eu à faire l'historique du CICR, l'origine du CICR, les principes aussi du CICR pour la matinée. Bon, le soir, et aussi, nous avons aussi parlé aussi des mouvements de la Croix-Rouge malienne, des sociétés nationales aussi de la Fédération internationale du Croix-Rouge et de la Croissant-Rouge. Ça, c'était pour la matinée. Bon, le soir, il y a eu un exercice élémentaire entre les différents candidats sur un cas fictif où nous sommes mis dans la peau des délégués de la Croix-Rouge pour aller voir des prisonniers détenus par les groupes rebelles. Merci beaucoup, Mamadou M. Doucouré. Vous êtes étudiant à l'université de Bamako. Alors, Valérie Nanambao, vous êtes responsable de la communication du CICR. Aujourd'hui, vous menez cette campagne depuis 2006. Est-ce que cela apporte des résultats sur le terrain? Je dirais que oui. Et même si on n'a pas des éléments palpables pour le dire, on est plutôt assez satisfait. La communication a ceci de parfois décevant, qu'il s'agit d'agir sur les comportements. Pour changer les comportements, ce n'est pas quelque chose qui se fait, comme on dit en anglais, overnight. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Ça fait 150 ans qu'on célèbre, que le DIH existe, et même plus. Malheureusement, tous les soirs, quand on regarde la télé, on se rend bien compte qu'on a beau faire la diffusion de ce droit humanitaire, que les atrocités nous viennent toujours devant la porte. Non, je pense qu'aujourd'hui, on est déjà très content que ce droit soit enseigné dans les universités, notamment la faculté de droit. On est aussi très content de savoir qu'on a des ressources humaines, notamment comme le professeur qui est assis et qui parle avec autorité du droit humanitaire. Je crois que ça, c'est des acquis qui, de notre point de vue, doivent être mentionnés et doivent faire l'objet d'une satisfaction. Cependant, on ne doit pas se contenter de cela. Il faut qu'il y ait davantage de ressources. Il faut que ce droit soit davantage connu. Et nous pensons que le professeur qui est là, pour différentes raisons, a besoin aussi de savoir qu'il y a beaucoup d'autres qui vont faire ce travail, ou bien qui vont l'assister, qui vont l'accompagner. Il a besoin de laisser derrière lui une génération qui sera une génération qui est passée par ses mains et qui sont devenus des spécialistes du droit humanitaire. Donc je pense que c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons ardemment. Ce n'est pas facile, comme je l'ai dit, mais nous sommes convaincus que c'est quelque chose qui mérite d'être poursuivi. Et nous comptons donc sur cette génération d'étudiants. Nous avons arrêté ce concours pendant quelques années pour des raisons liées à la situation que vit le pays. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir reprendre ça et nous espérons avoir des résultats très intéressants. Alors, revenons toujours à l'applicabilité aujourd'hui de ce droit sur le terrain. À qui vous vous remettez quand il y a des violations de ce droit humanitaire international au Mali? Deux choses. Quelles sont les voies de recours? Deux choses. La première chose, c'est que le mandat du CICR est celui de promouvoir le droit. Et ça s'arrête là. Nous n'avons pas le mandat de poursuivre quelque violation que ce soit. Donc il y a d'autres institutions qui ont la mission et le mandat de poursuivre les violations du droit humanitaire et c'est leur responsabilité. Cela dit, nous ne restons pas inactifs ou bien sourds aux violations du droit humanitaire. Le CICR dispose des méthodes propres qui lui permettent de faire ce qu'on appelle le rappel du droit. Je m'explique. Lorsqu'on a une situation de conflit, comme c'est le cas au Mali, comme c'est le cas partout dans le monde, nous sommes présents sur le terrain. On peut évidemment constater un certain nombre d'éléments constitutifs de violation du droit humanitaire. Ce que nous faisons, nous les documentons. Nous les documentons et nous les portons à la connaissance des responsables des groupes concernés. Dans un dialogue strictement confidentiel. Pourquoi? Parce que c'est un domaine où le CICR, n'ayant pas mandat de sanctionner ou de faire des enquêtes, ne peut pas se donner le droit qu'il n'a pas. Nous essayons donc d'agir en amont pour voir dans quelle mesure on peut soit limiter ou arrêter ces violations.
Si nous sommes sur le terrain, heureusement d'ailleurs, nous sommes présents dans beaucoup de lieux de conflit dans le monde, il est évident qu'on constate un certain nombre de choses. Ce que nous faisons, donc, nous les documentons. Une fois qu'on est persuadé que la documentation dont nous disposons sur des cas précis sont suffisamment illustratives sur le cas concerné, nous les portons donc à la connaissance des responsables. Parce que le professeur l'a mentionné tout à l'heure, les États qui ont signé ou bien ratifié les conventions de Genève ont la responsabilité première de les appliquer et de les faire appliquer et respecter. C'est l'article 1 commun aux 4 conventions de Genève qui oblige les parties au conflit, les parties aux conventions de les appliquer et de les faire respecter. Donc là, lorsque nous faisons cette démarche, notre part de travail est finie. Il revient donc à la justice de ces pays de s'en saisir. Il revient donc aux responsables de ces groupes de s'en saisir. Je voudrais préciser là quelque chose que le professeur va peut-être compléter. Dans un groupe, dans la conduite des hostilités, on appelle ce qu'on appelle la responsabilité du commandement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis chef militaire, j'ai des troupes à ma responsabilité, j'assume toutes les responsabilités des actes que posent les hommes sous mon ordre. Si j'ai été au courant, j'ai entendu, j'ai pensé, j'ai soupçonné, j'aurais dû faire ceci pour limiter les violations du droit humanitaire et que je ne l'ai pas fait, je serai poursuivi demain et je devrais y répondre. D'accord. Merci beaucoup Valérie Nanambao. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication du Comité international de la Croix-Rouge au Mali. Alors, une des missions principales donc, des partenaires du Mali, notamment de l'Union européenne, c'est de former justement les militaires maliens à l'éthique de la guerre. Aujourd'hui, Valérie Nanambao a rappelé certaines violations et à qui doit-on donc avoir recours en cas de violation de ce droit international humanitaire. Alors, professeur, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, quelles sont les lois qui régissent donc ce domaine? Bien, comme l'a dit Valérie, il est important de savoir que toujours dans la logique de faire la promotion du droit international humanitaire, les États qui sont partis aux conventions, de par le fait qu'ils sont partis déjà, ont pris l'engagement de faire une large division de ces règles, et en même temps, ils ont pris l'engagement, de par ce état de fait, de concevoir des dispositions législatives internes afin de pouvoir punir les auteurs de violation de ces règles-là. Donc, au niveau de chaque État, les dispositions législatives existent pour punir tous ceux qui sont montrés, coupables des crimes qui sont des compétences non seulement des tribunaux aussi étatiques que la Cour pénale internationale. Donc, au niveau des tribunaux nationaux, on peut bel et bien évidemment poursuivre tous ceux qui se sont fait remarquer. En tout cas, quand l'État est parti au statut de Rome, poursuivre les auteurs des violations des crimes. Alors, aujourd'hui, l'État du Mali est en conflit avec des groupes armés de la rébellion. Donc, est-ce que l'État a le pouvoir aujourd'hui de pouvoir juger ces militaires? Peut-on être jugé parti? Ils peuvent, d'une façon si, par exemple, mais il est important de savoir que le droit, c'est vrai, le droit, on doit l'appliquer, mais le droit a un but. Le but du droit, il est important que les gens le sachent aussi. Le but du droit, ce n'est pas le droit lui-même. Le droit, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Le droit, il est là pour tout simplement permettre la cohésion sociale et la paix. Donc, le tout droit... Est-ce que vous faites référence à une justice transitionnelle, peut-être? Le tout droit peut aussi aller à l'encontre de ce but recherché qui est la paix. Donc aujourd'hui, on sait que l'État du Mali est en conflit avec des groupes armés. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, la situation ne se prête pas à une poursuite pour le moment de la part de l'État du Mali. Mais quand la situation va se stabiliser, alors là, si l'État se voit, c'est-à-dire que parce que ce sont des Maliens avant tout, si l'État se voit compétent de pouvoir détenir, c'est-à-dire que les compétences et les moyens nécessaires pour pouvoir poursuivre ceux qui se sont montrés en porte-à-faux avec les règles du droit international humanitaire, il peut lancer des procédures, de poursuites contre ses intéressés. S'il se montre incapable, s'il se voit dans une mauvaise foi de pouvoir les poursuivre, alors là, la CPI qui suit l'affaire aussi avec attention,
peut prendre la relève, évidemment, parce qu'elle a la compétence d'agir en complément aux tribunaux nationaux. Donc les violations imputables donc au groupe armé relèvent d'une juridiction internationale? Non, pas seulement les groupes armés, c'est tous les groupes, parce qu'il est important de savoir que dans le cadre du DH, l'application n'est pas, c'est-à-dire que question de groupes armés, de trucs, tout simplement, tous ceux qui sont impliqués dans les hostilités ont l'obligation de respecter les règles. Si ces règles ne sont pas respectées. Quand ces règles-là ne sont pas respectées, il revient évidemment par rapport à la répression à l'État, aux États concernés de poursuivre. Les États qui sont partis, parce que tout État peut d'une façon, parce que si les ressortissants d'un État est impliqué ou a des problèmes, donc les États doivent poursuivre les auteurs de violations, ou s'il y a défaut, s'ils n'en ont pas la volonté ou la compétence, alors la CPI peut se saisir du dossier et punir les responsables des violations. D'accord, nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. N'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani en un seul mot .org où vous pouvez retrouver donc toutes nos productions et éventuellement écouter cette émission si vous la ratez. Alors, à titre de rappel, cette émission réfléchit sur le droit humanitaire international qui fait partie donc des nombreuses campagnes du Comité international de la Croix-Rouge et depuis 2006, il y a un concours de plaidoirie en droit international humanitaire qui existe donc au sein donc du milieu universitaire où étudiants et professeurs apprennent donc à divulguer donc ce message, ce droit, le contenu du droit international aux populations. Alors vous êtes étudiant, Mamadou M. Doucouré, oui. Étudiant en droit. Oui. Qu'est-ce que vous entendez de ce concours? C'est que je dirais que c'est très très bonne initiative, ce concours. Et comme je l'ai dit au début de mon intervention, que c'est une initiative vraiment qui est à saluer. Donc que les CSR organisent chaque 2 ans. Et malheureusement, compte tenu des activités, compte tenu des éléments qui sont déroulés dans notre pays, cela n'a pas permis d'organiser ce concours dans les années précédentes. Alors aujourd'hui, à l'issue donc de ce concours, vous êtes 6 étudiants. À l'issue de ce concours, le premier est 4. Donc au début, vous étiez 40. Aujourd'hui, c'est 4 facultés qui se sont retrouvées. À l'issue donc de ce concours, c'est une participation à un autre concours à Niamey. Oui. Donc, est-ce que vous êtes optimiste pour votre candidature? Oui, je suis très optimiste. Si je n'étais pas, je ne serais pas. Il y a une femme parmi vous? Oui, il y a une femme du nom d'Agnès Dako. D'accord. Est-ce que cela vous fait peur? Non, même pas. Ça, je dirais que c'est vraiment une très bonne chose qu'il y ait une femme parmi nous, parce qu'au niveau de la faculté, il n'y avait pas assez de femmes. Et c'est de là avoir une femme dans l'équipe, ça, c'est une très très bonne chose pour nous, pour l'émancipation des femmes. D'accord. Alors la transition est toute trouvée. Valérie Nanambao, vous êtes du CICR. Aujourd'hui, est-ce que ce droit humanitaire international parle de la situation des femmes lors des conflits? Tout à fait. Heureusement d'ailleurs. Le droit humanitaire prescrit des protections particulières pour les femmes et les enfants. Ça, c'est inscrit dans les conventions de Genève. C'est une catégorie qui est considérée comme catégorie plus vulnérable et qui bénéficie de protections particulières. Pour le coup, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, dans ce conflit du Mali, est-ce que ce droit des femmes est respecté, professeur Oyo Konaté? Bien sûr que non, bien sûr que non. On a entendu à travers évidemment des ONG qu'il y a eu des cas de violation, de trucs quand les djihadistes étaient surtout là. Lors de l'occupation. Oui, à travers certaines ONG, on a appris qu'il y a eu des cas de viol. Or, utiliser ces méthodes comme moyen de lutter et de faire la guerre, c'est interdit par le droit international humanitaire. Comme il a dit, bien sûr, les femmes, les enfants sont considérés comme étant des catégories très vulnérables. C'est pourquoi ces catégories bénéficient d'un traitement spécial. Alors, est-ce que vous comprenez, Amadou M. Doucouré, étudiant, qui a donc participé à ce concours de plaidoirie, est-ce que vous comprenez la place de la femme
lors de ces conflits. Est-ce que vous estimez qu'il faut mieux encadrer cette couche? Oui, pour aller dans les mêmes profondeurs de mon procès, je dirais qu'en matière de conflits armés, les femmes et les enfants constituent la couche la plus vulnérable de la société. Je dirais que c'est eux qui subissent vraiment plus de violence en matière de conflits armés. Prenons le cas du conflit armé malien, lors duquel conflit il y a eu vraiment des violations sexuelles ou d'autres violations à l'égard des femmes. Je pense que dans l'avenir, certes, il y a des textes qui protègent les femmes et les enfants en matière de conflits armés. Je dirais, mon vœu le plus ardent, c'est de vraiment essayer que la protection soit vraiment plus rigoureuse pour les femmes en matière de conflits armés. Merci beaucoup, Mamadou Doucouré. Je rappelle que vous êtes candidat donc à ce concours de plaidoirie organisé par le CICR par rapport donc au droit international humanitaire. Alors Valérie Nana Mbao, vous êtes responsable de la communication du CICR. Qu'est-ce que vous déplorez le plus dans ce conflit malien par rapport justement au respect du droit humanitaire international? Bon, en tant qu'humanitaire, je pense que la chose que tout le monde, enfin, nous déplorons et qui atteint aussi tout le monde, c'est la dégradation continuelle des conditions de sécurité. C'est très, très dommage que malgré la présence d'un nombre important d'humanitaires au Mali, l'accès reste toujours un grand défi parce que les conditions de sécurité se dégradent malheureusement à une vitesse inquiétante. Pourquoi? Parce que ces conditions de sécurité-là font qu'on ne peut pas accéder aux populations victimes qui en ont énormément besoin, qui ont énormément besoin de soutien. Et Dieu seul sait que c'est des populations qui, au-delà des conséquences du conflit, vivent aussi des conséquences des conditions climatiques très très difficiles. Ces deux difficultés-là font qu'il y a davantage besoin de pouvoir accéder à ces populations et pouvoir leur apporter l'aide dont elles ont besoin. Et nous déplorons justement que les conditions de sécurité ne nous permettent pas d'y arriver. La deuxième chose que l'on déplore, c'est qu'on observe de plus en plus que les humanitaires font l'objet d'attaques ciblées. Et on ne compte pas des attaques qui ont tout à fait ciblé les humanitaires. Le 30, par exemple, le 30 mars dernier, on a un de nos camions qui fait de Gao-Niamey et qui se fait attaquer. Notre collègue décède dans des conditions effroyables. Et on a cité comme ça plusieurs. Quelques jours après, on a entendu dire qu'il y a d'autres ONG qui ont fait l'objet d'attaques. Voilà. Je crois que ce sont ces choses-là, ces éléments-là que nous déplorons le plus. Ce qui est d'ailleurs illustrateur de ce que le droit humanitaire n'est pas respecté. Je voudrais préciser ici, pour tous vos auditeurs, le droit humanitaire prescrit l'obligation de protection des acteurs humanitaires aux belligérants. Le droit humanitaire prescrit également l'obligation de respect des humanitaires aux belligérants. Le droit humanitaire prescrit enfin l'obligation de faciliter l'accès des humanitaires aux populations. Malheureusement, ce n'est pas le cas et nous le déplorons. D'accord. Valérie Nenambao, responsable donc, de la communication du Comité international de la Croix-Rouge au Mali. Alors, Oyo Konaté, vous êtes universitaire. Aujourd'hui, quelle est la responsabilité qui incombe à la communauté internationale pour l'application du droit international humanitaire? Bien, vous savez, comme on l'a dit au début de ce débat, il est important que l'on mette l'accent sur les politiques d'éducation, aux règles, que ce soit par rapport au DIH ou que ce soit par rapport aux règles de droit internes, pour qu'une règle de droit puisse avoir une effectivité. La voie la mieux indiquée pour y parvenir, c'est de faire l'éducation des hommes à ces règles-là. Aujourd'hui, c'est vrai, le CICR aujourd'hui, on est dans ces cadres-là. Parce que rien ne sert, par exemple, que les États partent aux conventions et que, après avoir été partis aux conventions, qu'ils n'initient pas réellement de véritable politique de partage des règles avec les populations concernées. Si aujourd'hui les gens du CICR sont attaqués, parce que la population civile ne sait pas quel est le rôle fondamentalement du CICR. Sinon, on n'ose pas faire du mal à celui qui vous tire c'est-à-dire que l'épine du pied. Ça quand même, il faut être autocynique pour le faire. Mais c'est parce que réellement,
très généralement, la population n'a pas les informations. Donc, il faut faire une large diffusion des règles du droit international humanitaire. Ce travail, parce que les États ont pris cet engagement en partant. De vulgariser. Ils ont pris de vulgariser. Et la vulgarisation, ça doit se faire et au niveau des forces armées. Mais on ne doit pas s'y arrêter. On doit aussi faire une large diffusion de ces règles au niveau de la population. La population civile. Et aussi au niveau universitaire, le CICR a bien eu. On est dans cette logique aujourd'hui. D'accord. Alors, c'est vraiment salutaire de la part du CICR. Merci Oyo Konaté, vous êtes universitaire, enseignant donc à l'université de Bamako. Alors Mamadou M. Doucouré, on parle de sensibilisation. Est-ce qu'auparavant, avant donc ce concours de plaidoirie, vous étiez au courant des objectifs du CICR? Oui, je dirais oui, je répondrai par l'affirmatif. Parce qu'au niveau de la faculté, on a une matière concernant le droit international alimentaire qu'on fait au niveau de la 3e année. Qui nous a permis vraiment de comprendre les missions du CSR, l'origine du CSR et comment le CSR procède dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de protection, de protection, de promotion des règles du droit international humanitaire. Alors ça c'est pour les étudiants, c'est donc un passage obligatoire pour les étudiants en droit. Valérie, quelle est la place de la population civile? Le professeur veut intervenir. Oui, il est important que nous apportions aussi des éclaircissements par rapport à ça. Au fait, ce n'est pas tous les étudiants de droit qui subissent des formations en droit international humanitaire chez nous. Parce que ceux qui font droit privé, parce qu'à partir de la 2e année, il y a une division, c'est-à-dire que ça c'est la fin du tronc commun. Certains vont en droit public et d'autres vont en droit privé. Ceux qui vont en droit privé ne subissent pas des cours de droit international humanitaire. Vous pensez que c'est une lacune? Mais c'est une lacune grave. Parce que les États ont pris l'engagement que les populations doivent être informées, formées des règles, à fortiori les universitaires. Au niveau de toutes les universités, normalement, on doit enseigner le droit international humanitaire. Et les principes généraux aussi du droit international humanitaire doivent être enseignés au niveau secondaire. Voilà, mais ce travail, on ne le fait pas. N'est pas fait. Ok, merci beaucoup Oyo Konaté. Vous êtes enseignant à l'université de Bamako. Alors Valérie Nanambao, vous êtes du CICR. Aujourd'hui, comment vulgariser les objectifs donc, du CICR et par ricochet le droit humanitaire international à la population civile? Oui, c'est un grand défi. C'est un grand défi parce que c'est un message qui doit, comme le professeur l'a dit, le professeur Konaté l'a dit, c'est un message qui doit pouvoir atteindre toutes les couches sociales. Pourquoi? À la base, le droit humanitaire s'adresse essentiellement aux combattants. Donc, si on remonte à la genèse du droit humanitaire, on peut comprendre que ce droit soit enseigné, vulgarisé, rien que dans les milieux militaires, ainsi de suite. Mais si vous voyez la typologie des conflits aujourd'hui, tout a beaucoup évolué. Vous et moi qui sommes assis là, il arrive que dans certains contextes, du jour au lendemain, on se retrouve avec une arme et puis en train de combattre dans le supermarché. On est en train de faire la guerre en plein village. Parce que mon oncle a été victime de ceci, alors je prends l'arme et puis voilà, je me vais rejoindre un groupe et je combats. Donc cette évolution de la typologie des conflits appelle dans les États, comme l'a dit le professeur Konaté, à prendre les dispositions pour que ce droit soit le plus largement vulgarisé. Évidemment, ces États doivent pouvoir compter aussi sur le CICR qui a reçu le mandat de promouvoir le droit humanitaire. Et c'est dans ce cadre donc que nous avons une série d'activités qui visent à promouvoir ce droit humanitaire avec les forces armées maliennes. Nous sommes régulièrement à Koulikoro. La semaine dernière, nous étions à Banankoro avec les sous-officiers. Sur le terrain, nous essayons de les sensibiliser au mieux possible. Nous avons un programme avec les universités où nous essayons de vulgariser ça au milieu des universités. Nous avons un programme avec les autorités, le gouvernement malien pour faire de sorte que ces engagements internationaux, notamment en matière de droit humanitaire, soient transcrits dans la législation nationale, ce qu'on appelle la mise en œuvre nationale du droit humanitaire. Donc nous avons une série d'activités qui visent justement à promouvoir ce droit. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit tous engagés dans cette voie. Et je suis bien content de voir qu'au niveau des universités, il y a quelque chose qui se fait. On peut aller plus loin et le CICR est prêt à accompagner. Donc vous offrez cette plateforme aux étudiants pour des plaidoiries. Le studio Tamani vous a offert donc ce débat pour, comme espace de plaidoyer
pour donc le droit international humanitaire. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous, messieurs, pour l'avoir animé. Valérie Nanabao du CICR, Oyo Konate, universitaire, et Mamadou M. Doukouré, étudiant à l'université de Bamako, étudiant en droit. Je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Mamadou Ouattara est à la technique. Salim Djouara est à la régie vidéo. Nous vous disons à demain. Bonsoir pour un autre débat. Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.